Si, ben on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. D'abord, pour commencer, pour me présenter, donc, je suis Olivier Yobrega, je travaille à l'Institut français de la vigne et de vin au pôle sud-ouest dans le domaine des ressources génétiques. Alors, quand on travaille dans le domaine des ressources génétiques, la conservation, la sélection, l'expérimentation du matériel végétal, on est obligé de s'intéresser à un ensemble de maladies, puisque un ensemble de maladies qui sont transmissibles par le greffage, les viroses, les bactérioses, les phytoplasmes, etc. Donc, on est obligé de déborder de sa zone de confort qui est la diversité génétique au sens large et sa connaissance, vers tout ce qui va avec et qui est beaucoup plus négatif, c'est-à-dire un certain nombre de maladies. Donc, en guise d'introduction, alors la demande qui m'a été faite aujourd'hui, c'est de faire un point sur certains sujets, justement, qui lient, ou pas, faire un point objectif avec des faits et des résultats, qui lient les maladies de dépérissement, certaines maladies de dépérissement, avec le matériel végétal ou les techniques mises en œuvre pour obtenir du matériel végétal. Je vise le greffage. Donc, dans un premier temps, en guise d'introduction, pendant quelques minutes, simplement pour ne pas uniquement se focaliser sur les maladies du bois, puisque le plan dépérissement, donc, qui est financé par la profession, a bien mis en lumière qu'il y avait les dépérissements, c'est un terme très très vague, c'est un ensemble de choses. Il y a des maladies transmissibles, il y a aussi des syndromes, on appelle ça quand c'est un ensemble de causes ou d'agents qui aboutissent à un mauvais résultat. Mais il n'y a pas seulement ce qu'on regroupe sous le nom de maladie du bois. Donc juste, sans m'appesantir évidemment sur la description de chaque maladie, parmi les 73, je ne sais plus Héloïse, 73, combien 72, pas loin. 72 facteurs de dépérissement ou qui peuvent concourir à ce qu'on a défini comme un dépérissement. Moi je vais vous présenter assez rapidement les plus préjudiciables, les plus graves aujourd'hui, ceux dont on se préoccupe le plus au sein du vignoble. Donc tout d'abord la définition, la redéfinition récente, parce qu'il n'y avait pas vraiment de définition pour le dépérissement, c'est employé dans la littérature depuis très longtemps et c'est toujours un petit peu vague. Donc le dépérissement, la notion a été précisée, ça désigne, comme vous le voyez, une baisse subie de la production, c'est pas une baisse voulue, qui est en général durable, une baisse de productivité et de santé générale du cep, qui peut arriver petit à petit, après une phase de dépérissement ou de déclin plus ou moins longue, à la mort de la souche. Voilà. Donc un ensemble de facteurs, ça je vous l'ai dit. On va en passer en revue les principaux. Le premier, celui qui est aujourd'hui le plus sous les feux de l'actualité, c'est les maladies du bois. Donc les maladies du bois, qui comme leur nom l'indique, touchent majoritairement la charpente ou le bois de la vigne, le bois de 1 an à plus. Donc là aujourd'hui, dire que c'est une priorité, c'est un faible mot. Cette diapo, je l'aime bien parce qu'elle met quand même en lumière un facteur prépondérant, et on parle de matériel végétal aujourd'hui, c'est la prédisposition naturelle des génotypes du cépage à être attaqué plus ou moins par les maladies du bois. Donc il y a eu plusieurs observations dans des observatoires dans de nombreux pays qui ont permis de classifier un petit peu les variétés en fonction de leur sensibilité aux maladies du bois, et quand on regarde un petit peu plus finement, parfois sensibilité aux différentes maladies du bois, parce qu'un cépage peut être plus ou moins sensible, expressif vis-à-vis de l'eutypiose, et pas autant vis-à-vis de l'esca ou du black dead arm par exemple. Donc voilà, donc il y a des classifications. Voilà un exemple de travail qui a été publié déjà il y a un petit moment, qui montre que certaines variétés, là, l'Uni blanc, le Chenin, le Sauvignon blanc, le Cabernet Sauvignon, ont tendance à exprimer beaucoup plus de symptômes. Là, c'était l'eutypiose. Donc voilà, la première de ces maladies du bois, la première chronologiquement à s'exprimer au printemps, c'est l'eutypiose. Donc une maladie qui est bien connue, qui est liée à un agent qui est Eutypalata, un champignon qu'on connaît bien. Deuxième maladie par ordre de gravité, d'apparition, l'esca. L'esca, donc, qui aboutit là aussi à des symptômes foliaires ou à une dégénérescence qui peut être plus ou moins brutale et qui s'exprime parfois l'été ou en début d'été sous forme d'apoplexie. Un ensemble de maladies qu'on regroupe sous le nom de Botryosphériose, du nom de leurs agents causaux qui sont des champignons du genre Botryosphaeria. Donc la plus connue, c'est le black dead arm, même si maintenant il y a pas mal de dépérissements à Botryosphæria qui sont décrits à travers le monde, parce que comme il a été dit, comme c'est un problème mondial, il y a effectivement beaucoup d'équipes dans le monde qui travaillent sur ces problèmes. Alors, un point commun entre ces premières maladies et quelques autres syndromes, c'est qu'elles aboutissent à des apoplexies,
Donc une apoplexie n'est pas forcément liée à un syndrome d'Esca ou de Black Dead Arm. Le pourridier racinaire par atteinte des racines peut aboutir à des souches apoplectiques, par exemple. Le pied noir également, une fois que le système racinaire ne marche plus. Donc il y a un ensemble de typologies de ces apoplexies. Mais dans le cadre des maladies du bois, on a aussi un certain nombre d'autres maladies qui sont plus ou moins anecdotiques pour l'instant en France, mais qui peuvent faire l'objet de pas mal d'inquiétudes dans d'autres pays. Bon, alors l'excoriose, qu'on connaît bien, le Phomopsis viticola, est responsable de certains dépérissements, en particulier sur des jeunes vignes, et parfois c'est décrit en pépinière. Des fusarioses, verticillioses, à chaque fois c'est nommé comme le champignon qui en est responsable, fusarium et verticillum. La maladie de Petri, encore un certain nombre de champignons qui peuvent aussi être impliqués dans l'ESCA. La maladie du pied noir, qui est une espèce de pourriture noire racinaire, qui a pas mal inquiété les vignobles espagnols quand ils ont commencé à irriguer, parce que ça se développe dans des milieux très, très humides. D'autres maladies, la hoja de Malvón, qui est décrite au Chili ou en Argentine, qui aboutit à des symptômes qui ressemblent à s'y méprendre à ceux de l'otypiose, mais c'est un autre champignon, etc., etc. La liste est longue, elle n'est pas du tout exhaustive. Tout ça pour dire que sous le terme de maladie du bois, il y a déjà un certain nombre de champignons et de syndromes qui s'expriment. Bien au-delà des maladies du bois, on a aussi, et il ne faut surtout pas les oublier, des dépérissements liés aux viroses. Là aujourd'hui, si on doit faire un petit peu un palmarès, le cournouet, dont on va parler tout de suite, est responsable de bien des dépérissements, de bien des baisses de rendement, et parfois qui ne sont pas forcément clairement identifiés. Les phytoplasmes comme la flavescence dorée, là c'est en général bien identifié, parfois trop tard, mais bien identifié. Des problèmes de bactéries, un petit peu pour l'instant sous l'été noir dans notre pays, mais qui posent des problèmes dans d'autres régions, par exemple la maladie de Pierce, qui est toujours active en Californie, et quelques autres ravageurs aux carences, qui sont capables d'induire des syndromes. Alors, juste le cournouet, je dis parfois, son rôle est un petit peu sous-évalué, de moins en moins heureusement, parce que le plan dépérissement a permis de mettre en lumière justement ces autres dépérissements. Le cournouet, c'est vrai que c'est une virose protéiforme qui s'exprime de nombreuses façons, nombreux symptômes, qui ne sont pas tous forcément évidents à mettre directement sur son dos, qui s'expriment différemment. Là aussi, il y a un facteur variétal. Ça, c'est vrai pour toutes les maladies. Les cépages, ils expriment différemment les maladies, que ce soit des virus, des bactéries, ou les maladies du bois, ou l'oïdium, ou le mildiou. On connaît tous des cépages plus ou moins sensibles au mildiou et à l'oïdium. Vous avez par exemple le chardonnay, j'y reviens pas. Donc voilà, des symptômes très très divers du cournouet qui vont à la fin à des pertes de rendement et à des mortalités. Sur les parcelles qui ont vécu longtemps avec le cournouet, on observe des ronds de mortalité assez importants de temps en temps. Et en particulier dans les vignobles qui ont été replantés vigne sur vigne depuis une longue période où le problème ne fait que s'étendre. La virose de l'enroulement, deuxième grande virose préjudiciable que vous connaissez bien en Bourgogne, et il y a d'autres régions, Alsace, Champagne aussi, où les infestations peuvent être assez rapides et galopantes. Voilà quelques expressions de la virose de l'enroulement. Une virose qu'on qualifie d'émergente, même si elle a tendance à s'installer de plus en plus largement partout. On la détecte même si aujourd'hui on n'a pas forcément beaucoup de symptômes associés à cette virose, mais la virose du grapevine pinot gris virus, la maladie du pinot gris, qui a été détectée en Italie pour la première fois, je crois que c'est en 2012, donc c'est assez récent, mais dont on trouve ce virus, il a envahi l'Europe en une dizaine d'années, maintenant on le trouve partout, avec parfois des symptômes et parfois sans symptômes, le plus souvent heureusement. Mais c'est quelque chose dont il faut se préoccuper, parce qu'il n'est pas exclu que cette virose puisse aggraver d'autres syndromes, et du coup cumuler ses effets avec d'autres problèmes de dépérissement. Donc la flavescence ou le bois noir, bon, là aussi il y a un phytoplasme avec une vection par des insectes, des cicadelles. D'autres types de dépérissement, heureusement plus localisés mais tout aussi redoutables quand ça vous tombe dessus, le pourridier. Alors, il n'y a pas grand chose à faire, avec des ronds de mortalité qui s'installent parfois à l'endroit d'anciennes défriches, d'anciens arbres dans des zones un peu humides. La nécrose bactérienne qui est un petit peu sous contrôle en France, mais qui a causé des ravages
jusqu'aux années 80. Dans certaines régions en France, il y a encore des zones où il est interdit de planter des vignes mères en raison d'une historique nécrose bactérienne. Donc ça aussi, c'est pas parce qu'elle s'est un petit peu calmée qu'il faut oublier les symptômes et la gravité, parce que c'est assez terrible. Ensuite, on a un ensemble de syndromes qui peuvent aussi subvenir, parfois être confondus d'ailleurs avec des maladies, et participer à un dépérissement, à une chute de rendement, à un affaiblissement des vignes. L'asphyxie, l'asphyxie qui s'exprime principalement au printemps, qui peut être aussi assez préjudiciable, voire même emporter des jeunes vignes. On voit des plantiers crevés d'asphyxie certaines années dans les sols lourds et mal préparés. Des symptômes de carence qui reviennent aussi au galop, avec la diminution générale de temps en temps qu'on constate des fumures de fond. La carence en potassium, entre autres, elle fait une remontée assez remarquée dans les jeunes vignes. Et la carence en potasse, c'est assez grave, surtout si ça intervient dans la phase d'implantation d'une jeune vigne. Et là aussi, on s'aperçoit que des vignes qui ont été carencées dès la plantation en potasse ont beaucoup de mal à récupérer une santé, une vigueur normale par la suite. Un peu moins grave, la carence en magnésium, un peu plus facile à corriger et un petit peu moins préjudiciable sur la vitalité générale et la longévité de la vigne. La carence ferrique, qu'il faut absolument essayer d'éviter en choisissant le bon porte-greffe, donc la chlorose. Et après, d'autres facteurs comme des acidités excessives, là aussi, qui peuvent se corriger par des cholages, mais qui sont extrêmement préjudiciables et assez longues aussi à récupérer si on les laisse s'installer, donc liées à des problèmes d'acidité excessive. Et quelques autres causes, des ravageurs qu'on trouve parfois, et quand ça tombe sur une parcelle, c'est pas anecdotique, des vers blancs, des larves type larves de hanneton qui rongent les racines, par exemple, qui sont susceptibles de faire crever très rapidement une jeune vigne si ça tombe mal, si c'est un lieu de ponte important, etc. Et ensuite, un autre ensemble de syndromes sur lesquels on ne va peut-être pas directement s'appesantir, qui sont un peu plus spécifiques, liés au matériel végétal, le syndrome de dégénérescence de la syrah, on en dira deux mots tout à l'heure dans la partie de la sélection. Les dépérissements sur 161-49, donc je pense que vous connaissez un petit peu le problème en Bourgogne, donc des périssements bien spécifiques liés à un génotype, mais qui s'est aggravé ces 15 dernières années. Des problèmes liés directement, dont on reparlera un peu aussi, au greffage, des incompatibilités, des génotypes qui sont pas tout à fait compatibles, qui ont des problèmes d'affinité, même si l'affinité n'est pas extrêmement bien définie comme symptôme, et le stress hydrique ou d'autres types de déséquilibres graves, qui peuvent évidemment rajouter leurs effets à tout ce qui précède. Donc voilà, pour finir cette petite introduction sur les différents types de syndromes qui peuvent aboutir à la notion de dépérissement grave et relativement durable, on a un ensemble de causes. Le diagnostic n'est pas forcément aussi évident parfois que ça. On voit des maladies du bois, ça c'est relativement facile, mais il y a tout un ensemble de choses, dont les viroses, dont on ne tient pas compte, alors que le terrain est extrêmement favorable à un dépérissement si on est infesté de cournouets. Donc les causes des dépérissements sont parfois pas binaires et souvent cumulatives. Un problème de maladie du bois, on sait que c'est accentué par soit des problèmes de stress hydrique répétés, on a parfois aussi des synergies avec certaines carences. Évidemment, quand on a la peste et le choléra, on est un peu plus malade que quand on a une seule maladie, etc. Voilà pour cette petite introduction concernant les syndromes les plus graves qui aboutissent à des dépérissements. Donc, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, on va commencer à parler de la sélection. Donc la sélection en France, elle est menée maintenant depuis les années 40, exactement 44, on a une date de début. Dans un premier temps, vous allez voir que la sélection, elle a cherché justement à contourner des dépérissements, parce que c'est directement le cournouet, pour faire un peu de teasing, qui a été la cause de la mise en place de la sélection. Alors la sélection, elle s'opère pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce qu'on constate au sein des variétés qu'il existe une diversité naturelle, la diversité intra-variétale au sein d'un même cépage, et cette diversité, elle a été observée depuis assez longtemps. Différents types, le pinot noir en est un bel exemple, et donc
elle peut s'exercer sur un ensemble de critères qui peuvent être des critères ampélographiques. On a des clones plus ou moins découpés, par exemple, au niveau des feuilles, mais ça, c'est pas directement et agronomiquement le plus intéressant pour un vigneron. Mais après, au niveau de la production, eh bien, on peut avoir des types au sein d'une variété, une différenciation sur la taille des grappes, la compacité des grappes, le niveau de rendement, etc. Et les critères technologiques, on peut avoir, par exemple, au sein du chenin, une plage de maturité assez étendue entre différents clones d'un même cépage. Voilà. Donc, tout ça, voilà un petit exemple de diversité. Ça, c'est sur de la négrette, où on a à la fois une forte diversité sur la découpure des feuilles, et des clones comme ceux qui sont représentés par les feuilles d'en haut, avec des feuilles entières, des clones très découpés, heptalobés, avec des sinus latéraux qui sont extrêmement profonds, et des niveaux de rendement, vous voyez, des niveaux des types de grappes et des niveaux de rendement qui peuvent être extrêmement variables par clone. Voilà, c'est un exemple de diversité. C'est un exemple que je connais bien puisqu'on y travaille dans le sud-ouest. Voilà. La sélection, comme je vous l'ai dit, elle a été initiée en France, et pas seulement en France, en Allemagne également, qui a été le premier pays, à ma connaissance, à mettre en place un système de sélection clonale à partir de 1876. Elle a été initiée par les maladies, et en particulier le Cournouet, en Alsace, en Allemagne, mauvais lapsus, en Allemagne, en 1876, la sélection a été initiée pour contourner les problèmes d'une maladie qui s'appelait le Reisig-Krankheit, qui a été identifiée au Cournouet. Et donc, on a commencé à sélectionner une par une des souches qui n'exprimaient pas ces symptômes. C'est le début du premier processus de sélection clonale. En France, c'est en 1944, où, devant l'extension justement catastrophique du Cournouet, qui a suivi la reconstitution post-phylloxérique, où on a multiplié du matériel sans connaître justement cette virose qui était relativement localisée avant et qu'on a largement étendue après la reconstitution phylloxérique. Eh bien, c'est en 1944 qu'on a commencé à mettre en place, le professeur Branas à Montpellier, une section de contrôle des bois et plants de vignes pour donner un agrément, un contrôle, un agrément à la multiplication de certaines parcelles et voire certaines souches. Là, on parle de sélection, c'était une sélection massale, puisqu'on avait besoin de gros matériel, de grosses quantités de matériel. Donc, ce qui était choisi, c'était soit des parcelles entières, soit un certain nombre de souches qui étaient vues saines et identiques au type qu'on voulait multiplier, parce qu'il y avait aussi des mélanges variétaux. Et donc, on mettait l'agrément à un certain nombre de surfaces qui étaient exemptes de ce Cournouet. Donc, le processus s'est poursuivi petit à petit jusqu'à mettre en place une sélection clonale pour tenir compte non seulement de l'intérêt de multiplier des choses qui étaient saines vis-à-vis des viroses, mais en même temps tirer parti de la diversité agronomique qu'on avait commencé à observer à ce moment-là. Donc voilà, en gros, la construction de la sélection en France, c'est d'abord un intérêt sanitaire, contourner ce qu'on appelle aujourd'hui un dépérissement. À l'époque, c'était une maladie qui était très mal définie et dont on n'était pas certain à la fois de l'agent causal, qui est un virus, et du vecteur, qui est un hématode. Et donc, c'était pour contourner ce dépérissement qu'on a mis en place la sélection, d'abord massale, ensuite clonale, à partir du moment où on s'est rendu compte que la diversité agronomique était aussi exploitable. Voilà grosso modo le processus. Donc bon, je vous ai déjà parlé du Cournouet. Ce qui a facilité son extension, c'est le fait qu'on ne connaissait pas cette virose. Le premier rapport sur le Cournouet date de 1900. Donc on avait déjà 30 ans quasiment de reconstitution derrière soi. Et c'est là que tous ces symptômes ont commencé à exploser, à être remarqués de plus en plus par les praticiens. Et où un premier mémoire à Montpellier sur le Cournouet on a bien défini les symptômes, l'extension, la transmission par le greffage, par le sol, etc. Avant même qu'on finisse par déterminer dans les années 40 qu'il s'agissait d'un virus. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce que je vous ai dit. L'option qui a été prise, c'est d'alimenter constamment le vignoble en matériel sain. Exemple de cette virose. Les préoccupations concernant l'enroulement sont venues un peu plus tard, parce que c'est une virose qui est un petit peu moins expressive, en tout cas préjudiciable sur la durabilité des parcelles, mais on s'est bien rendu compte qu'il y avait du matériel qui présentait ce genre de symptômes, les enroulements de feuilles, le symptôme qui donne son nom à la maladie, et d'autres matériels qui ne le présentaient pas. Et donc là aussi, on a commencé à s'intéresser à l'enroulement un petit peu plus tard, et tout ça s'est bien précisé à partir du moment où on a commencé à tester ces maladies grâce à la mise au point des tests ELISA dans un premier temps. Voilà.
La diversité. La diversité dont je vous parlais, qui a commencé donc dans un second temps à intéresser les praticiens, eh ben on s'est d'abord, il a fallu se mettre au point un protocole, une façon de la sélectionner. Donc c'était d'abord de la rassembler dans des parcelles d'études, de caractériser ses comportements, et puis ensuite de sélectionner individu par individu pour pouvoir proposer une multiplication, un schéma de sélection et de multiplication qui permettent à partir d'individus identifiés, testés, eh bien, de proposer du matériel avec des caractéristiques qu'on pouvait à peu près déterminer à la viticulture. Alors, évidemment, ça a concerné à la fois les cépages et les porte-greffes, puisque les porte-greffes étaient aussi concernés. D'ailleurs, on pense qu'ils ont joué un rôle très très important dans la diffusion du Cournouet, donc étaient concernés par ces problèmes sanitaires. Voilà. Donc petit à petit, à partir de 1944, la sélection en France s'est mise en place de façon très structurée, à 3 niveaux. Là aujourd'hui, ce sont des niveaux qui marchent bien. C'est une organisation qui n'existe pas dans d'autres pays à ce niveau-là et qui nous est, pour voyager un petit peu de temps en temps, fortement enviée à l'étranger. Parce que ça aboutit, vous allez voir, quand même à quelques beaux résultats. Donc les 3 niveaux, c'est d'abord la collection générale de l'INRA de Vassal, la collection ampélographique mondiale des Vitacées, qui se trouve à Marseillan, dans le centre INRA de Vassal. Si vous avez l'occasion un jour d'aller le visiter, surtout ne manquez pas l'occasion, ça vaut le coup. C'est un véritable centre de mémoire génétique mondiale, et pas seulement de mémoire, de travail aussi. Deuxième collection conservatoire qui s'est mise en place à partir de 62 dans les sables de l'Espiguette, aujourd'hui la maison mère de l'IFEV. C'est ce qu'on peut appeler un conservatoire technique des variétés sélectionnées, c'est-à-dire des variétés inscrites au catalogue, des variétés étrangères susceptibles d'être transférées en France, des clones sélectionnés après les travaux qui sont menés en région, etc. Donc c'est cette collection technique qui est dédiée au matériel sélectionné, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi énormément de matériel en réserve pour la diversité. Donc au pôle national matériel végétal de l'IFV. Et le 3e niveau, c'est le niveau régional, où dans toutes les régions, 36 partenaires qui sont unis par une charte, un réseau qui marche en commun, les partenaires de la sélection française, eh bien, chacun dans sa région mène les travaux de conservation et de sélection qui concernent bien évidemment ces cépages locaux. Voilà. Et donc tout ce réseau a abouti aujourd'hui à une grande diversité de la mise en place de conservatoires, des travaux qui ont été très actifs, pas à partir du début, le début de la mise en place de conservatoires, c'est les années 50, mais à partir des années 90, la prise en compte de la diversité a fait que les travaux se sont accélérés. Là, aujourd'hui, le bilan, environ, on est à 180 parcelles qui sont mises en place dans les différentes régions, 180 parcelles conservatoires. Je n'ai pas remis le chiffre à jour, c'est 1274 clones qui ont été agréés. Ils ne sont plus tous en activité, quelques-uns ont été radiés pour présence de virus secondaires, etc. Mais il y a eu quand même 1274 clones de tous cépages confondus qui sont sortis de ces travaux de sélection régionaux. Le rythme aujourd'hui, c'est plutôt d'une dizaine de nouvelles sélections par an. Donc on est quand même sur un travail toujours actif en termes d'évaluation de la diversité et de sélection de la diversité. Voilà un graphe qui augmente, qui illustre un petit peu l'augmentation du nombre de conservatoires en France depuis les années 50. Vous voyez qu'il y a une inflexion dans les années 90. Et donc là aujourd'hui, à peu près 20 000 clones forment un peu la richesse du patrimoine génétique qui est conservé dans les différentes régions. Le pinot noir et le gamay, puisqu'on est, soyons régional, constituent un peu des champions de la conservation. Clone de gamay, plus de 1000. Oui, ça doit être beaucoup plus même. Oui. Et à peu près 800 clones de pinot noir, si j'ai bien compté les différentes implantations, collections qui sont présentes en Bourgogne, en Alsace et en Champagne. Voilà. Bon alors, je vais passer sur les détails de la sélection sanitaire, mais simplement pour dire que, évidemment, toutes les viroses ne sont pas au même niveau. On connaît plusieurs dizaines de viroses qui peuvent s'attaquer à la vigne. On recherche uniquement ce qu'on qualifie de virose grave. Parfois, il y a
reproche qui est fait, et vous voulez du matériel sans rien? Non, non, pas du tout. Il y a des viroses dont on se fout complètement, qui sont présentes partout, mais qui ne sont associées à aucun problème de symptômes. Donc la recherche et la sélection depuis longtemps a hiérarchisé les problèmes. Il y a des viroses graves et il y a des viroses peu préoccupantes. Voilà. Donc voilà, le cournou et l'enroulement sont évidemment les cibles principales, mais un certain nombre, comme la marbrure, qui peut être responsable de problèmes au niveau du point de greffe ou du porte-greffe, et quelques autres le syndrome de l'écorce liégeuse par exemple, qui sont recherchés sur les porte-greffes, puisque ça crée des problèmes à ce niveau-là. Voilà. Pour la sélection agronomique, bon, c'est pareil, je ne vais pas vous détailler, il y a un certain volume de protocoles qui nous permet de s'assurer que les clones sélectionnés ont certaines caractéristiques qui permettent, si on finit par les agréer, d'augmenter la diversité du matériel sélectionné ou de répondre à des préoccupations techniques. Donc voilà, en fonction du nombre de clones déjà agréés, un certain nombre de clones témoins, de répétitions, etc., sont implantés dans les parcelles. Tout ça pour dire qu'il faut une quinzaine d'années à partir du moment où on repère des souches, soit en conservatoire, soit dans des vieilles vignes, pour aboutir à la sélection d'un clone et son inscription au catalogue. C'est un long processus qui jusqu'à présent est mené dans le domaine public. Alors maintenant il y a un sélectionneur privé qui a commencé à agréer des clones, mais bon, cette organisation avec les partenaires régionaux dans le domaine collectif garantit que le matériel est à disposition de tout le monde et garantit des travaux sur le long terme et garantit aussi la tenue du matériel, c'est-à-dire que les clones anciens sélectionnés, ils sont maintenus. Cette diversité-là, elle est toujours valable, elle est toujours valide et elle est toujours diffusable. Voilà. Pour donner quelques exemples de diversité, après on va s'attaquer au problème de dépérissement, mais on ne peut pas faire fi non plus de l'histoire et des raisons qui nous ont amenés à cette situation. Donc, quelques résultats. On peut considérer, c'est comme ça aujourd'hui avec le rétroviseur, à l'époque, ce sont les préoccupations de chaque époque qui décident. On peut considérer qu'on a eu 3 générations de sélection. La première génération, c'était contourner les viroses. Donc il fallait en plus 100 tests ELISA. Donc c'était uniquement sur description de symptômes visuels. Les indexages sont venus après, c'est-à-dire qu'on greffe sur une variété sensible avec une variété attestée. Et si le greffé soudé exprime des symptômes, bon, on considère que le clone est malade et donc c'est comme ça qu'on peut trier le matériel. Donc ça, c'est une méthode rustique mais qui est toujours largement employée et c'est même la méthode de référence pour la sélection des clones. Donc on a d'abord sélectionné les choses sans virus. Visuellement, donc forcément, pour ne pas prendre de risque, on est allé vers des choses qui produisaient beaucoup. On dit quelque chose qui est chargé de raisin, qui produit beaucoup, a moins de chances d'être atteint par une virose qu'un même pied qui a l'air un peu coulard, qui a l'air d'avoir des petites grappes, qui est un petit peu bizarre. Donc la première génération de clones, clairement, le plus souvent sont des clones productifs, les clones des représentants du cépage qui sont productifs. Ensuite, pour les besoins des appellations, petit à petit, et les tests de dépistage s'affinant, on est allé chercher du matériel qui pouvait répondre aux besoins des appellations, donc en général moins productif, avec des niveaux de polyphénol par exemple plus élevés pour les rouges, avec un niveau qualitatif entre guillemets, parce que derrière le terme qualité on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc on est allé chercher des clones qui correspondent à un standard un peu différent des premiers. Et là aujourd'hui pour les sélections, les clones, les cépages qui ont été un petit peu aboutis en sélection, on est plutôt à chercher de la diversification, c'est-à-dire d'aller chercher les extrêmes dans la diversité, c'est-à-dire par exemple pour des cépages où des appellations ont besoin de très hauts standards de qualité, d'aller chercher des clones qui ont une coulure partielle, qui permettent d'avoir des hauts niveaux de concentration. Donc on en connaît pour le grenache. On a plein de choses dans les conservateurs. On a même des choses qui produisent rien du tout. On a des clones où il n'y a pas de raisin. Ça évidemment, ils restent en conservatoire parce qu'on conserve la diversité, mais ils ne seront jamais mis dans les mains des viticulteurs. Alors, vous verrez quelques exemples tout à l'heure. Donc voilà, cette troisième génération, on est sur de la diversification, de l'élargissement de gamme, pour aller étendre, étirer la diversité. Voilà. Le pinot noir était vraiment un exemple. Alors le pinot noir, déjà, un cépage qui est multiplié depuis au moins 1000 ans. Au-delà, on ne peut pas trop en être sûr, avec une très forte diversité, donc il est resté avec énormément de multiplication dans les mêmes régions, avec donc une occurrence
possible de mutation, parce que c'est comme ça que ça se passe, qui fait que on a multiplié les chances d'avoir des mutations. Les vignerons ont sélectionné, ont remultiplié, et donc on est sur un cépage à très forte diversité, un modèle de diversité, qui intéresse aussi 3 gros bassins viticoles, Champagne, Bourgogne et Alsace, au moins, parce que maintenant il intéresse le monde entier, et donc qui a nécessité... et le Beaujolais aussi. 4, allez, pardon. Et donc, ce qui fait que on a aujourd'hui des travaux dans plusieurs régions avec une large palette de diversité. Donc le Pinot, bon, je ne vais pas oser vous parler du Pinot ici, mais vous connaissez les différents emplois des différents types de clones de Pinot, que ce soit pour des rouges structurés, qualitatifs, ou pour des effervescents. On n'utilise pas les mêmes clones. C'est pour ça que cette diversité a été sélectionnée. On a un autre exemple avec le Sauvignon blanc aussi qui intéresse, où il y a eu des travaux de sélection dans 3 bassins différents, donc avec de la diversité qui a été sélectionnée à plusieurs endroits. Donc là aussi, aujourd'hui, une palette de diversité assez intéressante. Alors on ne peut jamais considérer que les travaux sont exhaustifs, mais on peut considérer que la richesse qui est à disposition aujourd'hui dans ces cépages-là est relativement intéressante et permet de s'adapter à de multiples conditions. Alors, c'est pas pour dire que tout est super. Il y a des variétés, même parfois très connues, pour lesquelles les travaux de sélection n'ont pas abouti pour l'instant à libérer assez de diversité auprès des viticulteurs. Donc on peut en citer le petit verre d'eau bordelais qui c'est vrai, avait été largement mis sous les teignoirs pendant quelques siècles peut-être, et qui là aujourd'hui connaît un regain d'intérêt. On n'a pas aujourd'hui une grosse diversité. Pendant longtemps, il n'y a eu qu'un seul clone sélectionné. Les variétés régionales, des variétés minoritaires régionales qui n'ont pas fait l'objet de beaucoup de sélections. Là aussi, c'est une histoire économique, je vous l'ai dit, 15 ans pour sélectionner un clone. Parfois, on se contente d'un peu, c'est déjà pas mal, du matériel sain, mais on pourrait parfois, sur des vieilles variétés locales, faire beaucoup plus, probablement. Des grands cépages, le Cabernet Franc, on peut considérer aussi que c'est un très vieux cépage qui n'est pas encore bien représenté. Tout ça aussi avec de nouveaux outils, des outils qui permettent de chercher dans la diversité clonale si on n'a pas aussi des diversités en termes de précurseurs aromatiques, en termes de tolérance à la sécheresse, etc. Et on va y venir, on y vient. Et de travailler aussi sur la sensibilité éventuellement aux différentes maladies. Donc là aujourd'hui la sélection par exemple sur la Syrah, évidemment elle s'est beaucoup focalisée sur la recherche et la sélection de clones non sujets au dépérissement spécifique de la Syrah, on en parlera tout à l'heure, mais il y a des recherches aussi entamées sur les maladies du bois, pas forcément aujourd'hui très concluantes, on va le voir. Il y a un programme de criblage de la sensibilité des ressources génétiques au niveau des maladies, toutes maladies confondues, y compris mildiou, oïdium, qui est plus au niveau variétal, mais on s'intéresse aussi au niveau clonal. Voilà, donc il y a aujourd'hui des travaux et des outils pour exploiter cette diversité, parce que, et là, il y a peut-être un petit malentendu qui n'a pas été assez bien expliqué, la sélection clonale, elle n'a pas forcément vocation à réduire tout à 1 ou 2 clones. La sélection clonale aujourd'hui telle qu'elle est menée en France, elle a vocation à représenter la diversité. C'est-à-dire que quand on a une diversité dans une variété, l'objectif c'est de fournir une gamme de clones, exactement pour ce qui est aujourd'hui peut-être le cas du Pinot, une gamme de clones qui représente ces différents comportements et qui permettent aux vignerons de choisir certains clones ou certains assortiments de clones en fonction de leurs objectifs. C'est rien d'autre. Voilà. Donc l'objectif c'est pas de la réduire cette diversité, c'est de la représenter. Pour la représenter, il faut la connaître, il faut installer des parcelles, etc. C'est un très long processus qui avance, mais qui n'est pas encore largement au bout. Un petit mot, puisqu'on m'a demandé de parler un petit peu, d'envisager quelques aspects concernant la sélection massale. Donc, la sélection massale, juste pour en dire 2 mots, moi j'aime pas opposer les choses, parce que de temps en temps on se rend compte que quand le travail est fait concrètement, les oppositions finalement elles n'existent pas. Quand on parle de sélection, qu'elle soit clonale ou massale, ça veut dire un choix. Après, ce sont les critères de choix qui peuvent différer et les objectifs. Donc la sélection massale, elle s'appuie sur quoi ? Elle s'appuie sur ce qu'on peut trouver aujourd'hui comme matériel dans les parcelles, dans les vieilles parcelles, c'est-à-dire sur ce qu'on pense être une diversité qui est présente dans des anciennes implantations. Bon. Un cépage,
À partir du moment où il a été un petit peu diffusé, ben, on peut le trouver à différents endroits, on peut le trouver avec des âges différents, avec des vignerons, des techniques culturelles appliquées qui peuvent être extrêmement différentes. Donc tout ça, ça fait une forte diversité au sein des parcelles. Et alors, la sélection massale, ben, telle qu'elle est pratiquée au champ, hein, a vocation à reproduire certains comportements, soit reproduire ce qu'on a dans une parcelle, soit aller chercher de la diversité dans ces vieilles parcelles. Alors, il y a plusieurs types, hein, plusieurs options. Concrètement, on peut décider d'aller sur une parcelle ou un nombre très réduit de parcelles locales, marquer des souches pour dire je veux reproduire ce qu'il y a dans c'est la parcelle du grand-père, hein, je veux reproduire ce qu'il y a dans cette parcelle. Ça, c'est un premier niveau de sélection massale. Là, on parle uniquement de choix, après on parlera de technique. On peut décider sur un périmètre un peu plus large, une petite région, quelques exploitations voisines, etc., de faire le même travail, mais en élargissant un petit peu, hein, le périmètre. Ou alors, on peut décider, et là, c'est une démarche qui s'approche beaucoup plus de ce qu'on fait aujourd'hui en termes de sélection clonale, d'aller plus largement sur différentes régions où est cultivé le cépage, sur des parcelles plus éloignées, marquer un certain nombre de souches, mais sur des implantations géographiquement et historiquement peut-être, en parlant d'implantation du cépage, qui peuvent être beaucoup plus larges. Voilà. Et là, bon, ce travail-là, évidemment, il n'est pas forcément à la portée d'une personne. Parfois, il est mené par des groupements, il est mené par certains pépiniéristes. Donc, c'est un travail qui ressemble beaucoup au travail qu'on fait lorsqu'on établit des conservatoires, puisque l'implantation des conservatoires qui vise à piéger maximum de diversité, eh bien, justement, on s'appuie sur toutes les régions où le cépage a pu être cultivé, pour aller chercher de la diversité particulière qui aurait pu s'individualiser dans telle ou telle région, plutôt que de rester sur un pool réduit de parcelles où, statistiquement, là, après ça devient de la bête statistique, eh ben, forcément, les mutations ont pu peut-être être un petit peu moins marquées que si on prend l'ensemble de la population. Voilà. Jean-Michel Despériers, ici présent, pense à collecter du gamay dans de nombreux pays, de nombreuses régions, pour aboutir à la grande collection qui est aujourd'hui mise en place. Voilà un exemple. Donc, une démarche individuelle, hein, si elle vise à dire bon, cette parcelle me donne satisfaction qualitativement, je veux la reproduire, le problème c'est que le matériel végétal, sa génétique, sa diversité, c'est un des paramètres qui joue sur l'expression d'une parcelle. C'est un paramètre. Bon, si on se met au niveau variétal, c'est un paramètre essentiel, puisque bon, un cépage blanc, c'est pas un cépage rouge, le Cabernet Sauvignon, c'est pas du Pinot, etc. Mais si on se place à l'intérieur du cépage, et en fonction de l'historique et de l'état de la parcelle, en particulier son état sanitaire, ça peut n'être finalement qu'un point très secondaire sur ce qui s'exprime dans la parcelle. Dans une vieille parcelle, ce qui s'exprime, c'est l'âge de la vigne, ses maladies, sa génétique, qui est quand même un facteur, on ne peut absolument pas nier, c'est pas mon but, les techniques qui ont été appliquées, les remplacements qui ont été faits, qui peut reconnaître des remplacements qui ont 60 ans dans une parcelle qui en a 100. Par exemple, il y a tout un ensemble, la trajectoire de vie de la parcelle qui joue sur sa diversité. Et la génétique, c'est un seul facteur. Et parfois, on a tendance à penser que c'est le seul. Et c'est nettement pas ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, à partir du moment où on cherche des choses qui, dans cette parcelle, par exemple, n'ont pas de maladie, si on travaille avec des tests sanitaires, à partir du moment où on regreffe et on renouvelle une parcelle, les premières mises à fruit risquent d'amener une certaine déception par rapport à ce qu'on avait dans la parcelle centenaire dans laquelle on a sélectionné le matériel. Parce qu'on l'a rajeuni et on n'a pas du tout la même trajectoire de vie de la parcelle. Par contre, si l'objectif c'est uniquement un objectif patrimonial, affectif, de reproduire ce matériel qui est la parcelle du grand-père, etc., là, le succès est assuré à coup sûr, puisqu'on a reproduit le matériel et on peut dire j'ai dans ma parcelle ce matériel qui avait été sélectionné par le grand-père. Là, l'objectif est atteint de toute façon à tous les coups. Alors, si la qualité qu'on veut sortir de la vieille parcelle, de la nouvelle parcelle, pardon, on ne s'attend pas à avoir ce qui sortait d'une parcelle centenaire. Voilà. La plus grosse difficulté dans ces démarches, c'est l'état sanitaire. L'état sanitaire en général et en premier chef, l'état sanitaire par rapport aux viroses.
Donc, après, chacun prend ses risques. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des discours dans la nature qui tendent à dire que le Cournouet, c'est pas grave, c'est une virose qui ne fait que baisser un peu le rendement et donc augmenter la qualité. Alors bon, on va pas s'apesantir là-dessus, pas trop, enfin à moins que vous le vouliez, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Hein. Les viroses, c'est quelque chose qui n'est absolument pas maîtrisable. Je vous ai montré les différentes expressions tout à l'heure. Bon, ça peut être extrêmement variable d'une parcelle à l'autre, d'un cépage à l'autre, d'une trajectoire aussi de parcelle à l'autre. Si la parcelle s'est recontaminée lentement ou si elle a été contaminée dès le début, c'est pas du tout la même chose. Si on plante du matériel déjà contaminé, là, la longévité de la parcelle, on sait qu'elle est largement réduite par rapport à une parcelle vieille qui s'est contaminée petit à petit. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc aujourd'hui, ces démarches individuelles, elles sont tolérées. Hein. Il y a un cadre réglementaire qui est contrôlé par FranceAgriMer. Les démarches type de pépinière privée. La réglementation impose de sélectionner, de multiplier du matériel qui vient de sa propre exploitation. On n'est pas obligé de faire des tests par rapport au virus, mais par contre, si on ne le fait pas, les pépiniéristes sont extrêmement réticents à multiplier, à mettre dans leur pépinière des choses virosées. Éventuellement, ça peut se faire en pot, on a beaucoup moins de risques de contamination d'un sol de pépinière, évidemment, par le Cournouet, mais c'est quand même aujourd'hui, bon, il y a eu quelques pépins par rapport à du matériel virosé introduit en pépinière. Bon, je sais que beaucoup de pépiniéristes sont frileux avec ça. Voilà. Par contre, bon, le problème, c'est le coût. Je crois que j'ai après un petit calcul de coût pour si on veut tester de quoi planter 1 hectare en sélection massale avec des tests sanitaires exhaustifs, même si on peut les grouper, c'est quand même relativement cher. Voilà. Ça nécessite aussi de faire des observations et des marquages de souches qu'on sélectionne très rigoureusement et de bien connaître ces maladies pour éviter au maximum de sélectionner des souches qui auraient des chances d'être malades. Voilà. Donc bon, voilà, ça c'est de la cuisine réglementaire. Hein, il y a tout un ensemble de déclarations. Une chose qui est obligatoire, c'est de traiter à l'eau chaude le matériel pour s'affranchir des problèmes éventuels de phytoplasme, de flavescence dorée entre autres, et de certaines bactéries aussi. Bon, c'est un corollaire, mais enfin c'est surtout les phytoplasmes qui sont visés avant la mise en pépinière et la multiplication de ce matériel-là. Juste un petit calcul, pour faire 1 hectare, il faut grosso modo 8 à 10 milieux, puisqu'on considère qu'il faut greffer le double du nombre de pieds qu'on veut obtenir, donc tout dépend de la densité de plantation de là où on est. Et par souche, sur des vieilles souches surtout, le nombre de... Oui, pardon, il t'en faut plus. Le nombre de souches à marquer peut être assez important, surtout si on part de vieilles parcelles qui sont en fin de vie ou en tout cas peu végétatives. Donc on peut avoir sur des vieilles parcelles entre quelques yeux jusqu'à une centaine d'yeux, ou un peu plus si tout va très bien, d'yeux par souche. Donc ça veut dire qu'il faut quand même marquer 200 souches grosso modo, voire plus, pour avoir assez de bois pour faire 1 hectare. Voilà. Et 200 souches, si on décide de faire des tests souche par souche pour ne garder que les saines, ça fait 200 tests. 200 tests à une dizaine d'euros le test, voire un peu plus, une quinzaine d'euros le test. On est facilement à 2000 à 3000 euros déjà de tests sanitaires. On peut grouper par 10 souches, la sensibilité du test le permet, mais dans ces cas-là, si on a un test positif, il faut jeter les 10 qu'on a marqués. Ou alors refaire une par une les 10 souches, etc. Donc on s'en sort pas. Donc c'est des démarches qui sont assez longues et qui finissent par coûter cher. Par contre, si on le fait bien, si on s'implante une parcelle issue d'une sélection massale parfaitement contrôlée au niveau sanitaire, la parcelle fille qu'on plante, elle peut servir plus tard pour sa propre exploitation. Voilà, puisqu'on s'est mis quelque chose de propre devant la maison, grosso modo. Donc les démarches de ce type-là, avec des tests exhaustifs, il y a un certain nombre de démarches collectives, qui sont le fait de certains pépiniéristes, de certains groupements, etc. Où là, on prend le temps, et là on se rapproche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la démarche de sélection clonale qui commence par la mise en conservation et l'observation de la diversité. Voilà. Donc on peut faire par la suite une parcelle fille qui peut être inscrite tout à fait réglementairement auprès de FranceAgriMer en matériel standard, en multiplication.
Si on a gardé les origines séparées et on observe le comportement, on peut en plus après proposer peut-être à la carte, et là aussi c'est un autre travail, des assemblages de clones, hein, puisqu'une sélection massale n'est rien d'autre qu'une multiplication de différents clones, de plusieurs clones, pas forcément différents, enfin plusieurs. Donc on peut après évidemment refaire un travail d'observation et de sélection. Ça pour dire que c'est quand même un travail de longue haleine qui coûte cher, c'est un gros investissement. Voilà, qui a été mis en place. Le Portugal travaille en sélection multiclonale hein, depuis assez longtemps, proposer une diversité de clones directement en sélection et pas sélectionne les clones par paquet de 4 ou 5 hein, qui représentent un type de comportement après avoir criblé dans des conservatoires ou dans des parcelles d'études la diversité. Voilà. Donc cette démarche-là de massal pluriclonal, c'est la même chose que si on a un clone, un cépage avec un certain nombre de clones sélectionnés, dont on peut proposer hein, des assemblages hein, à la carte de différents clones sélectionnés. Voilà. Je m'arrêterai là sur ces aspects techniques. Juste quelques points de discussion sur 3 points. D'abord, est-ce que on peut partir du principe que plus quelque chose est riche en diversité, plus c'est intéressant au niveau technique, en richesse, à cultiver. Alors on peut partir de ce principe où on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai? Et regarder sur des points objectifs, quel est l'intérêt de cultiver de la diversité en mélange? Un premier point. Deuxième point, sur quel type de diversité on peut s'attendre à avoir dans une vieille parcelle. Vous avez un petit peu ébauché tout à l'heure ce qu'on pouvait en dire, hein, c'est que dans une vieille parcelle sur une région, c'est pas là où on a le plus de chances statistiquement de trouver de la diversité, hein, il faut étendre un petit peu sa zone, mais juste quelques points de détail pour voir, pour envisager ensemble quel type de diversité, quel niveau de diversité on peut trouver dans une parcelle, et après un point particulier sur la sensibilité aux maladies, l'intérêt d'avoir de la diversité par rapport à ça. On dit souvent, si on a un mélange de choses, eh bien la parcelle, ça sera moins sensible aux maladies. Donc on ne peut pas répondre à tout comme ça de façon péremptoire, ferme et définitive. On peut affirmer plein de choses. Moi, c'est pas ce que je fais. Par contre, on peut regarder certains faits et juger après. Voilà. Donc déjà, ça c'est des choses qui sont issues de mes collections. Hein. Voilà ce qu'on peut trouver aussi comme type de diversité. Hein. Des clones parfaitement improductifs dans certaines variétés. Le Mosaque fou qui était présent à Limoux, il était sélectionné l'hiver hein, quand les gens multipliaient des parcelles parce qu'ils faisaient de magnifiques bois. Tout ça parce qu'ils ne faisaient pas de raisin. Voilà. Donc quand les gens n'observaient pas remultiplier des parcelles sans observer, on a eu des parcelles entières à Limoux qui étaient quasiment intégralement composées de ce Mosaque fou, c'est là-bas qu'ils l'appelaient comme ça, qui est un Mosaque coulard, alors c'est un mutant sur les pièces florales, enfin peu importe, après le fait est que ça produit rien. Voilà. On a un peu la même chose sur des fers, là on a un mutant du nid blanc où il y a des fleurs qui s'agglomèrent les unes aux autres et il ne fait jamais de raisin, des prunellards coulards, la négrette, ça c'est formidable, elle sort même pas de grappe. C'est très beau, elle fait des très jolis bois, mais alors c'est ce clone-là, le 121, il fait des tout petits trucs, des petites grappilles, et ça, il est comme ça chaque année. Hein. Voilà. Donc voilà, donc en termes de diversité, c'est anecdotique, mais tout n'est pas bon. Hein, parce que voilà, moi si vous voulez de la diversité, si je vous donne ça, vous n'allez pas être très content. Voilà, donc il y a quand même au moins un minimum de sélection de la diversité, ça on est dans l'extrême, hein, mais la sélection de la diversité, il faut la faire un peu, au minimum sélection négative. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on cultive de la diversité en mélange? Donc on met de l'hétérogénéité dans les parcelles. Alors d'abord, de l'hétérogénéité dans les parcelles, ça peut vouloir dire des cycles un peu décalés, ça peut vouloir dire des pores un peu différents. Hein. On a des cépages où on a des clones à pores plus dressés que d'autres. Ça veut dire qu'on complique clairement les travaux culturaux si on mélange tout ça. Parce que quand il sera temps de relever des choses qui retombent, il faudra le faire très tôt et ce ne sera pas bon pour d'autres clones. Hein. Pareil si on a une différenciation de phénologie, je ne vous parle même pas de la maturité. On a dans le Mosaque, que je connais bien, des clones à grappes extrêmement compactes et des clones à grappes lâches et longs pédoncules. Si on mélange les deux en même temps, on est obligé de vendanger quand les premiers commencent à pourrir, parce qu'ils sont extrêmement sensibles à la pourriture. Pendant ce temps-là, les autres, qui auraient pu continuer à mûrir, on est obligé de les ramasser en même temps, si on n'a pas séparé les comportements. On peut pas, voilà quelques exemples de difficultés. Ces difficultés, pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'on les touche dans les collections, on les voit.
Hein, cultiver une collection avec de la diversité, c'est un casse-tête infini. C'est des temps de travaux qui se multiplient, ou alors on abandonne carrément certaines variétés, tant pis, elles retombent, elles se cassent, etc., parce que c'était pas le temps de les palisser, on n'a pas le temps d'y repasser, etc. Voilà, donc cultiver de la diversité extrême, c'est très ennuyeux. Bon, je vous parlais des différences de maturité du chenin. Là aussi, des clones très précoces de chenin avec les plus tardifs, on peut avoir plusieurs semaines d'écart, on peut avoir 15 jours d'écart de maturité. Donc on se retrouve avec des choses, comment on gère ça si on mélange tout. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, ce qui est dit parfois, etc., c'est qu'on peut gagner de la complexité en mélangeant des choses qui sont peut-être un petit peu mûres avant, un petit peu mûres après, etc. Peut-être. Donc il y a eu un ensemble d'essais par les partenaires de la sélection dont je vous parlais tout à l'heure, dans les années 2000, qui ont tendu à essayer, à expérimenter cette assertion, c'est-à-dire de voir si, en mélangeant des choses, on avait des qualités de produits qui étaient supérieures aux clones pris isolément. Tous les essais, alors bon, il y en a eu dans plusieurs régions, je ne les ai pas du tout détaillés, tous les essais à l'aveugle, à chaque fois, il n'y a jamais eu d'avantage de l'assemblage de clones, qui soit fait après vinification, qui soit fait à la vendange, par rapport aux meilleurs clones jugés isolément en dégustation. Voilà. Donc tous les essais, ils ont été unanimes là-dessus. Le seul effet qui a pu être mis en évidence, c'est que l'assemblage, on avait une espèce de lissage d'une année à l'autre, une espèce d'homogénéisation, ce qui est tout à fait logique. On va dire, en termes de qualité, c'est-à-dire on peut avoir certaines sélections qui s'en sortent mieux certaines années, donc un effet yo-yo un petit peu sur la qualité des vins jugés, et l'assemblage était toujours un petit peu plus homogène. Mais ça, à la limite, ça paraît logique, mais ça c'est sorti à l'aveugle de ces essais. Il y avait eu quelques dégustations antérieures, en particulier à Bordeaux, mais ils avaient gardé un peu sous le chapeau, je crois, d'assemblage de sélection massale prestigieuse par rapport à des clones sélectionnés, en particulier le 181. Et il est vrai que c'est là que le 181 a un peu gagné ses lettres de noblesse. Voilà. Donc au niveau, si on raisonne en plus et en moins, en fait on ne trouve pas beaucoup d'intérêt à cultiver en mélange. On trouve des intérêts à séparer, pour la complexité, etc. Oui, à séparer les comportements, mais à les cultiver en mélange, là aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a vraiment des avantages à le faire. Voilà, pour toutes les raisons que je vous ai exposées. Donc là aujourd'hui, voilà un ensemble de réflexions par rapport à ça. En sélectionnant, on peut faire des choix. Voilà. Un autre point, c'est la diversité dans une parcelle. Juste un tout petit calcul, à partir d'une souche. Si une souche, elle fait, on considère, j'ai pris je crois dans le calcul 50. 50, on peut faire avec une souche, on peut en faire 50. Bon, on aurait pu dire 20, on aurait pu dire plus. Voilà. À partir d'une souche, de 50, deuxième cycle de multiplication, si on reprend ces 50, on peut en faire 2500, et troisième cycle de multiplication, on peut être à plusieurs millions. C'est-à-dire que, en fait, sur 3 cycles de multiplication, pourquoi je vous ai mis la multiplication à côté, le schéma de multiplication français, c'est parce que sur 3 cycles de multiplication, on considère que ce qui arrive au niveau des parcelles viticulteurs en matériel certifié est suffisamment homogène et identique au matériel initial de la souche qu'on a multiplié au départ pour qu'on puisse parler d'un clone. On prend le matériel initial, on installe du matériel de base, on installe du matériel certifié et on fait des plans avec tout ça. Sur ces 3 cycles-là qui représentent le schéma de multiplication, on a un clone en masse qui part d'une souche. À côté, dans une vieille parcelle, c'est exactement pareil. Ce qu'on trouve aujourd'hui dans une parcelle, si on remonte 2 ou 3 cycles en arrière, de combien de souches on est parti ? Probablement pas de beaucoup. Parce que vous voyez qu'avec une souche, on peut en faire des millions. Et on considère qu'on est quand même suffisamment stable pour dire qu'on est au sein d'un clone. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez le raisonnement, mais tout ça pour dire que dans une parcelle, si on remonte 3 générations, 3 cycles de multiplication, de bouturage, de greffage avant, on remonte probablement à très peu de souches. Donc, tout ça pour dire que la diversité d'une parcelle, au sein d'une vieille parcelle, potentiellement, elle dépend de l'ancienneté de la culture dans une région donnée, du nombre de sources de matériel. Est-ce qu'on est dans une région où il y a eu, je ne sais pas, documenté il y a une centaine d'années, tiens, c'est parti d'un seul endroit, pour tout dire. Bon, finalement, en remontant,
on n'est sur pas énormément de diversité potentielle. Est-ce qu'on est dans une région qui, depuis 1000 ans, comme la Bourgogne, a multiplié du pinot noir, où là, on a plus de chances, même dans une parcelle, d'avoir de la diversité, parce qu'au-delà de 3 cycles, bien avant, il y en a eu beaucoup plus. Voilà. Donc, oui, la question de savoir la diversité, de connaître la diversité qu'on a dans une parcelle, elle reste quand même ouverte et pas forcément évidente. On part toujours du principe qu'une parcelle, une vieille parcelle, c'est très très riche en diversité. Eh bien, par des observations assez simples comme ça, on ne peut pas en être si sûr que ça. C'est pour ça qu'il faut diversifier les sources, etc. Quand on veut essayer de piéger cette diversité, de la réunir dans un conservatoire. Voilà. Petit point. Et enfin, pour finir cette partie, les sensibilités aux maladies. Est-ce qu'on a, au sein des variétés, est-ce qu'on met en évidence des sensibilités aux maladies? Alors pour le botrytis, oui, ça c'est très clair, parce que là on a des effets induits par la compacité des grappes, par tout un tas de critères techniques qui sont facilement mesurables. L'épaisseur des pellicules, on a certains clones, je vais parler encore du mosaque, le mosaque dur, ça veut bien dire ce que ça veut dire, il a des pellicules très épaisses et une pulpe très compacte. Ce clone-là, même s'il a une grappe serrée, il est beaucoup moins sensible que les autres clones de mosaque au botrytis. Ne serait-ce que par, ça c'est physiquement l'épaisseur de la pellicule. Voilà. Donc l'architecture des grappes, grappelage, grappe serrée, ça c'est une diversité clonale qui est mesurée. La pulpe, l'épaisseur de la pulpe, la compacité de la pulpe, la pellicule et l'acidité naturelle qui est un facteur évidemment qui aide à résister un petit peu ou à retarder les effets du botrytis. Voilà, tout ça, sans oublier la vigueur. Tout ça, oui, on a une diversité, mais une diversité induite. Sur les autres maladies annuelles, le mildiou, l'oïdium, etc., à ce jour, on ne peut pas dire, ça n'a pas été mis en évidence. Alors déjà, c'est extrêmement difficile, on n'a pas de gène de résistance à ces maladies au sein de nos vitis vinifera. On peut parler de différences de sensibilité entre les cépages. Alors, au sein d'un même cépage, s'il y a des différences de sensibilité, intuitivement, on peut intuiter un peu qu'elles vont être un peu faibles. Voilà. Quelle peut être leur exploitation agronomique sur une faible différence de sensibilité? En tout cas, à mettre en évidence, c'est extrêmement difficile, y compris avec des biotests sur des disques de feuilles. Donc là, aujourd'hui, pour sortir des effets induits, par exemple, on a certains clones un peu plus vigoureux qui prédisposent un peu plus, on sait que la vigueur est un facteur favorisant pour le mildiou, par exemple. En dehors de ce genre de choses, on n'a pas mis en évidence ça sur des maladies annuelles. Voilà. Sur les dépérissements, plusieurs aspects. Donc bien évidemment, ça a été posé assez vite, la diversité, le manque de diversité clonale, etc. Est-ce qu'il a un impact sur les dépérissements? En particulier là, on va parler de maladies du bois. Les viroses, bon, là, malheureusement, on ne peut pas trop soupçonner ce genre de choses encore. Donc il y a eu, c'était entre 2012 et 2015, si je me rappelle, enfin dans ces eaux-là, de très nombreuses mesures que nous avons menées avec mes collègues de l'IFEV dans le sud-ouest et dans le Val-de-Loire sur des grands pools de clones, dans le cadre d'un projet CASDAR. Donc dans des conservatoires de Sauvignon blanc, de Cabernet Franc, de Duras, voilà, de pas mal de variétés qui étaient à la fois sensibles aux maladies du bois et dont on avait différentes implantations qui nous permettent de faire des mesures, voire même de les répéter, de les observer sur plusieurs sites. Voilà. Donc on a observé les vieilles parcelles de prémultiplication, les différents clones à différents endroits, de différents âges, etc. Le problème, c'est qu'on n'a observé aucune différence sur des clones qui sont multipliés largement, les clones agréés. On n'a observé aucune différence sur les clones agréés. Et dans les conservatoires, y compris quand on avait des parcelles avec répétition, l'hétérogénéité de la dispersion de ces maladies est telle que sur des effectifs comme ça, on n'a rien pu trouver de probant. Alors, on pouvait trouver sur une répétition d'un côté, tiens, là, il n'y a pas de symptômes, etc., sur plusieurs années. On est peut-être sur un clone qui est peut-être un peu moins sensible, et à l'autre bout de la parcelle, le même clone répété, c'était un des plus atteints. Voilà le genre de situation qu'on a trouvé, concrètement. Et là, aujourd'hui, bon, on a essayé aussi, bon, il y a eu des tests d'inoculation, etc., même si ces tests ne sont pas très faciles à interpréter. On n'a pas trouvé de différence au niveau clonal. Il y a eu
Là aujourd'hui, on considère, même si je pense que j'en parle un petit peu de la littérature, on considère qu'on n'a pas aujourd'hui mis en évidence de différence au niveau intravariétal, contrairement aux sensibilités entre cépages, où là c'est nettement avéré et c'est justement le fondement de programmes de recherche extrêmement importants sur la prédisposition génétique, voire la moindre sensibilité apportée par des facteurs génétiques. Là, entre variétés, au contraire, il y a un fort axe de recherche. Par contre, au niveau clonal, voilà, dans la littérature, il y a eu peu de travaux. Tous ces travaux, dont un qui a été mené en partie, qui a été mené en Bourgogne, tous ces travaux se heurtent à de grosses difficultés méthodologiques, clairement. En faire une critique, voilà, c'est pas une critique, c'est pas un jugement de valeur, c'est que simplement c'est extrêmement compliqué de tirer des enseignements sur une année, parce qu'en général c'est une année de mesure, un échantillonnage très réduit, sur des parcelles au vignoble, où la certitude clonale, l'état sanitaire, etc. Peuvent jouer. Bon. Sur toutes ces études, même si c'est bien, elles ont le mérite d'être menées, les conclusions ne peuvent pas être absolument claires, quoi. Voilà. Donc à ce jour, on n'a pas de conclusion là-dessus. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer à chercher. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, y compris à implanter peut-être des dispositifs très importants, ambitieux et à suivre sur le long terme, ce qui n'est pas aujourd'hui le format des financements des programmes de recherche. Le long terme, c'est pas ça. Et un dernier point là-dessus, est-ce que c'est intéressant de cultiver des différences de sensibilité aux maladies en mélange? Ça, on le voit très facilement dans les collections de cépages. Moi, j'ai à peu près 400 cépages dans la même parcelle. Alors, ça, au moins, ils ont tous des niveaux de sensibilité plus ou moins variables au mildiou, à l'oïdium et à d'autres maladies. Alors, 2 points. Les cépages sensibles à l'oïdium, ils se couvrent d'oïdium avant les autres. C'est pas parce que on a à côté un cépage qui résiste ou qui est beaucoup moins sensible que celui d'à côté est protégé. Pareil pour le mildiou, pareil pour l'excoriose. Donc là, très clairement, quand on mélange des différences de sensibilité dans une parcelle, on n'a pas de communication de résistance d'une variété à l'autre, pour parler clairement. Parce que parfois, on entend un petit peu ce genre de choses. Au contraire, les cépages les plus sensibles, ils vont d'abord attraper la maladie et éventuellement servir de réservoir d'inoculum pour ceux d'à côté. C'est-à-dire que grosso modo, quand on cultive tout en mélange, on est obligé d'adapter les programmes de traitement sur les plus sensibles et pas sur les plus résistants. Alors qu'est-ce qu'on a tiré comme avantage de cultiver de la diversité? Si on sépare les choses, on peut gagner quelques jours, etc. par rapport au déclenchement d'un traitement, tandis que si on mélange tout, soit on sacrifie les individus sensibles, soit on traite trop tôt pour les autres. Voilà. Donc clairement, aujourd'hui, cultiver des choses en mélange, en termes de maladies, et on peut aussi parler des maladies du bois, où là, les génotypes sensibles, ils s'expriment. Sur le long terme, parce que les collections, évidemment, on les observe chaque année, sur le long terme, on les voit, les génotypes sensibles, c'est très clair, même sur des petits effectifs, quand on observe suffisamment longtemps, et qu'on note les symptômes annuels, etc., ça sort comme le nez au milieu de la figure. C'est très très rapide, y compris sur des petits effectifs, enfin très rapide, à partir du moment où les premiers symptômes se déclenchent, il n'y a pas photo, ceux qui sont sensibles, ils décrochent, et les autres, on peut, à Vassal, il y a toute la collection nationale, la traçabilité des remplacements, génotype par génotype, c'est très clair, ceux qui sont remplacés le plus, c'est les plus sensibles aux maladies du bois. Et les autres, quasiment sur 40 ans d'existence ou 50 ans, il n'y a pas un pied qui a été remplacé. Voilà. Donc voilà ce point sur les différences de sensibilité, enfin le mélange, la diversité par rapport aux maladies en général et aux maladies de dépérissement en particulier. Aujourd'hui, je ne vois pas par quel biais on pourrait imaginer qu'on a des parcelles globalement moins sensibles parce qu'on cultive tout ça en mélange. Voilà. Sur les dépérissements aussi, il y a pas beaucoup, il y a quelques... Pas ça, voilà. C'est pas ça que je voulais dire. J'avais une autre référence qui va venir peut-être après. Oui, bon, la sélection des variétés aussi, en fonction des grandes épidémies, elle s'est aussi effectuée à ce moment-là. Quand l'oïdium est arrivé en 1848, il y a des cépages qui ont plus été replantés, qui ont été petit à petit abandonnés parce qu'ils étaient trop sensibles. On n'a pas repéré au milieu des choses de ce cépage qui étaient beaucoup moins sensibles. Voilà. Donc, là, aujourd'hui,
voilà ce qu'on peut dire sur ça. Et enfin, le cas particulier de la Syrah, hein, si on parle... Oui, oui. On peut objecter à ce raisonnement que, par exemple, on a déterminé que la sélection avait surexprimé, avait fait malencontreusement sélectionner des clones qui étaient très sensibles à ce dépérissement. Oui, clairement. Hein, puisque la sélection, il y a un certain nombre de clones dépérissants qui sont petit à petit supprimés de Syrah. Certes, la sélection a surexprimé un problème, mais qui existait dans les vieilles parcelles, hein, déjà, puisque c'est là que ces premiers clones ont été sélectionnés. Mais là, aujourd'hui, on peut aussi objecter que grâce aux programmes qui ont été menés, la sélection permet de le contourner aussi, hein, puisqu'un marqueur génétique a permis de déterminer la sensibilité potentielle au dépérissement, et que la sélection permet aujourd'hui, pour toutes les nouvelles générations de clones, le marqueur génétique plus l'observation au champ, justement de sélectionner les choses qui ne sont pas susceptibles de dépérir. Donc effectivement, voilà, sur 1274 clones agréés et sur plus de 50 ans de sélection, effectivement, il y a eu des cas où, ça c'est un cas particulier, certains clones de Riesling aussi ont certains soucis d'affinité sur un porte-greffe, deux porte-greffes. Bon, là aussi, le problème est en train d'être étudié, mais que la sélection se donne aussi les moyens de les contourner, une fois qu'ils sont identifiés. Donc on peut voir les choses à moitié vides ou à moitié pleines. Ensuite, par une simple observation historique, bien avant qu'on parle de sélection, bien avant qu'on parle de sélection clonale encore plus, il y a des dépérissements très importants qui sont décrits. Hein, j'ai cité quelques références, mais bon, vous pouvez lire sur le site de l'IFEV une étude de Philippe Larignon, qui doit dater de 2016, où il fait la bibliographie historique des maladies du bois. Je vous engage à la lire parce que ça part de l'Antiquité. Hein. La sélection clonale sous Pline l'Ancien, je ne sais pas où elle était. Le greffage non plus. Là, aujourd'hui, dans la littérature, c'est très très clair. Bien avant qu'on sélectionne, qu'on fasse de la sélection clonale, on a eu des cas de maladies du bois dramatiques, à tel point qu'à partir des années 20, on a généralisé l'emploi de l'arsénite de soude pour lutter contre ça. C'est quand même pas pour rien. Dans les années 20, la sélection, en France, elle a commencé en 1944. Dans les années 20, c'était de la massale extrêmement diversifiée. On faisait même avec le matériel qu'on pouvait. C'est comme ça d'ailleurs que je vous l'ai dit qu'on a étendu le Cournouet. Voilà. Dans les conservatoires où on réunit beaucoup de diversité, un cépage sensible, il dépérit énormément. Hein, ça malheureusement, on en a tous. D'autres réflexions en vrac, est-ce qu'on peut considérer que tous les clones sélectionnés, c'est pas de chance. On a sélectionné que des clones sensibles de Sauvignon, alors que tous ceux qu'on n'a pas sélectionnés, ils dépérissent pas. Voilà, bon, il suffit de regarder la vitesse de rotation des conservatoires de Sauvignon blanc qu'il faut, pour se rendre compte que non, c'est pas ça du tout. Voilà. Donc voilà, voilà les éléments de réflexion que je voulais vous amener par rapport à ça. Voilà, j'en ai fini sur cette partie sélection. Il y avait Claire, tu es. Ouais. Donc justement, il y a quelques essais, il n'y a pas beaucoup d'essais qui permettent, en toute objectivité, de comparer des sélections massales et des sélections clonales. Mais il y en a quelques-uns. Donc bonjour, Claire Grosjean de la Chambre d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté. Donc moi aujourd'hui, je vais essayer d'agrémenter un peu les apports d'Olivier avec des essais au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est un réseau d'expérimentation qu'on a mis en place en 2009-2010 qui a été financé par le BIVB et le Conseil régional. Donc là, c'est juste une petite diapositive pour vous présenter un essai où on a comparé de la sélection massale avec de la sélection clonale. Parce qu'on entend souvent dire, les viticulteurs dire que les vieilles vignes sont moins touchées enfin, les vieilles vignes en sélection massale sont moins touchées que leurs parcelles en sélection clonale. Mais il faut pouvoir comparer ce qui est comparable. Souvent, leurs vieilles vignes ont passé le pic d'expression des symptômes, alors que les parcelles en clonale sont plus jeunes et dans leur pic d'expression. Et donc là, c'est juste une diapositive pour vous montrer qu'en fonction de la sélection massale et de différents clones, on peut avoir de la sélection clonale qui peut être un peu plus expressive et qui ont vraiment le même âge au départ de l'essai. Donc voilà, c'est pour essayer de casser un peu les idées reçues au niveau du vignoble.
Voilà, c'était juste une petite diapo courte. Non, comme je disais, il n'y a pas beaucoup d'essais parce que parfois on compare des choses pas comparables. Comparer des parcelles entre elles, tout de suite, dès qu'on est sur deux parcelles différentes, on change, on brouille tellement les paramètres que c'est pas, il faut rester très très prudent sur les conclusions. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas observer, mais il faut faire attention. Donc là, voilà, sur effectivement les sélections massales et les sélections clonales, leur devenir, une parcelle, elle n'a jamais suivi la même trajectoire, encore une fois, qu'une autre. Donc si on l'observe alors qu'effectivement elle a passé un cap, celle-ci elle est vieille, combien il y a de souches d'origine, combien il y a eu de remplacements, qu'est-ce qu'elle a connu au cours de sa vie, de son implantation. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qu'on ne peut pas maîtriser en comparant comme ça, quoi. Voilà. Voilà, donc à la fin de chaque diaporama, on a prévu un petit temps d'échange. Alors j'irai un peu plus vite sur les autres, hein, rassure-toi, parce que voilà, on va aller plus vite. Si vous avez des questions ou des remarques. Voilà. Sur ce grand thème, c'est le moment de les poser. Si vous avez des questions, on ne vous passe pas le micro, parce que de toute façon, il ne marche pas. Levez la main et puis on met la parole. N'hésitez pas à poser une question. Présent d'Olivier pour approfondir les questions. Vous parliez de la diversité par rapport à l'expression des maladies, par rapport au mildiou notamment, et vous disiez qu'il y avait plutôt un effet négatif. Alors, en tout cas, c'était ce qui ressortait. Par contre, dans le cas de certaines maladies qui proviennent de l'extérieur des parcelles, est-ce qu'il n'y a pas un effet barrière si on imagine qu'on met tout autour d'une parcelle des variétés qui sont moins sensibles à cette maladie? Est-ce qu'il n'y a pas une notion de faire effet barrière, ou à l'inverse, quand on est un peu des variétés qui soient un peu indicatrices et qu'on va déclencher du coup le traitement en sachant que la maladie en question elle est déjà présente sur la parcelle? Mais là on parle de différences fortes au niveau variétal, c'est-à-dire entre variétés, hein. Donc oui, ça c'est... Alors sur le côté de l'indicateur, oui, on sait que par exemple on a des cépages qui sont extrêmement expressifs pour la flavescence dorée, à la fois parce qu'ils expriment les symptômes et parce qu'ils permettent la multiplication du phytoplasme plus rapidement. Ça fait de... Alors, indicateur, oui, dans une région, quand on fait des prospections flavescence et qu'on n'a pas beaucoup de temps, on se dit tiens, allons voir par exemple s'il y a une parcelle de gamay, parce que c'est un aspirateur à flavescence, par exemple. On pourrait dire de Grenache dans le sud-est ou de Marcellan. Voilà. Donc en tant qu'indicateur, oui. Barrage, pourquoi pas? Alors on connaît un cas, c'est le phylloxéra, alors c'est extrêmement particulier. On sait que si on cultive des génotypes, ils ont montré ça, mais en conditions très contrôlées, hein, parce que dans la nature, c'est pas ce qui s'est passé. Des génotypes résistants, des porte-greffes, hein, sur porte-greffes et des francs de pied, les attaques de phylloxéra sont un petit peu moins rapides à s'installer, un petit peu moins virulentes, parce que simplement le phylloxéra se multiplie pas aussi vite, hein, sur les pieds des porte-greffes que sur les racines des vinifera. Voilà. Donc il peut effectivement y avoir, tout à fait, ce genre de choses, mais dans des cas extrêmement particuliers. Alors, indicateur, le problème c'est que servir d'indicateur, ça aide pas à lutter, hein. Enfin, ça aide peut-être à se rendre compte qu'un problème est en train d'arriver, mais si on se laisse comme indicateur des pieds qui multiplient la flavescence au bord des parcelles, là on n'a pas gagné grand-chose. Voilà. Donc, à la marge, il y a des choses à la marge, hein. Tout n'est jamais très simple, hein, dans le vivant, hein. Voilà. Mais là, exploitable agronomiquement, là aujourd'hui c'est compliqué, quoi.